Bonjour, bienvenue dans l'atelier de Smoothie. Je vais vous montrer la réalisation de ce swayboard qui m'a été inspiré par une vidéo de la chaîne de Gigi Hunterberry. J'espère que je le prononce bien. J'ai décidé de refaire le même swayboard mais en y apportant quelques modifications. Déjà d'une, j'ai fait une rainure pour pouvoir intégrer deux rondelles, ce qui me permet de pouvoir aligner une pièce directement à mon zéro travail, c'est-à-dire en haut à gauche. Et voilà, ce qui correspond à mon homing chez moi. Donc voilà, c'est bien pratique quand on travaille une grande pièce et qu'on la colle. Et après, voilà, je vais vous montrer donc les outils de ce swayboard. Donc du coup, il y a une équerre. C'est des équerres que j'ai vitrifiées pour les durcir un petit peu. Après, il y a plusieurs pièces, hein, voilà. On voit aussi une cale d'alignement. Donc voilà, je vous fais une petite démo rapide. Donc voilà, je mets l'équerre. Faut savoir que tous les trous sont bien alignés par rapport à ma machine, hein, ce qui a été, j'ai envie de dire, presque le plus compliqué. Donc voilà, on vient placer sa pièce, on vient mettre les manettes, et on serre et c'est prêt. Et si on a peur qu'avec les vibrations ça puisse s'en aller, on peut rajouter des petits tenons pour bloquer les manettes. Voilà, les manettes peuvent plus bouger. Donc voilà, on va voir la réalisation de tout ça. Si vous vous lancez dans le projet, c'est très long. Ça demande beaucoup de temps de gravure. Mais bon, on le fait qu'une fois. Hein. Après, il n'y a que le swayboard, tout le reste, ça restera pareil. Et on va voir un petit peu comment j'ai fait avec Inkscape afin de réussir à aligner tous mes trous parfaitement. J'ai joué avec des calques en fin de compte. Donc on va voir tout ça ensemble. Voilà, maintenant on a ouvert Inkscape, je vais dans les propriétés, je change tout de suite la taille dans mon image pour la mettre à la taille de la CNC, donc 300 sur 180. Je vais aller dans les calques et je vais créer plusieurs calques de façon à avoir toutes mes couches de gravure. Donc le premier c'est un gabarit pour pouvoir centrer. C'est plus facile. Le deuxième du coup c'est pour les fixations des vis, donc les trous de vis qui vont me servir à me fixer sur l'alu. Le troisième c'est pour les trous que je fais dans le swayboard, donc pour les fixations des pièces. Le quatrième ça va être les trous des outils. Donc voilà, j'ai fait tout, donc je fais pour pouvoir centrer facilement, du coup je fais un carré de 300 sur 180 position 0,0 de façon à avoir facilement un centrage. Donc là je commence par faire le premier rond correspond à ma tête de vis qui va venir s'encastrer dans le swayboard. Le deuxième rond que je fais, ça va être... J'étais obligé d'annuler. Donc oui, c'est toujours le problème avec Inkscape. Je sais pas comment le régler ce problème-là. C'est les tailles des contours. Donc c'est pas bien méchant, mais je sais qu'à chaque fois, les premiers, ils n'arrêtent pas de m'embêter. Donc oui, donc il y a un rond qui va me servir pour le trou de la vis, et il y a un autre rond qui me sert pour la tête de vis, pour qu'elle vienne s'encastrer. Donc je les centre. Voilà. Après je vais les placer. Donc forcément je les groupe ensemble, hein. Une fois que j'ai fait ma forme, ça sert à rien qu'ils se déplacer, qu'ils soient toujours bien centrés. Donc là je vais aller les placer sur le swayboard du coup, donc c'est la première, donc c'est des codes que j'ai pris, hein. Chacun peut prendre les codes, de toute manière je vais mettre les fichiers, ils seront accessibles au téléchargement, vous aurez le lien dans les commentaires. Donc je place ma deuxième, en tout j'en fais 8, 4 dans les coins et 4 dans le centre, de façon à ce qu'ils soient bien à plat, bien fixés sur le châssis mais en alu, et bien à plat surtout.
Bon, on va accélérer un petit peu, hein, parce que c'est pas passionnant, je place juste tous mes trous de vis. Donc voilà, je viens de passer le dernier. Maintenant, je vais sélectionner le calque pièce. J'aurais pu l'appeler Spoilboard, ça aurait été plus simple. Là, je vais y faire du coup le rond qui va représenter le trou de ma vis. Et qu'est-ce que je dis? Pas le trou de ma vis, le trou de mon tenon. Mon tenon fait 8 mm de diamètre, donc je le fais à 8,2 pour avoir un petit peu de jeu. D'habitude, je vais changer ça, de façon à ce qu'il soit visible. Hop, je le repasse à 8,2. D'ailleurs, j'aurais pu le cadenasser de toute façon, parce que je rentre qu'une seule fois la cote. Maintenant, je passe sur le calque outils, qui représente du coup les trous qui seront dans mes outils. Lui, je le fais à 8 mm. De façon à ce que mon tenon rentre dedans, et je vais vous montrer comment je les ai fait rentrer, de façon à ce que j'ai pas besoin de les coller en fin de compte. Donc comme d'habitude, j'ai cherché un petit peu sur internet, mais apparemment c'est pas bien méchant, hein. Donc voilà, je les prends, je les centre l'un à l'autre, voilà. Donc on voit bien là, j'ai mes deux diamètres. Donc voilà, si je regarde bien, ils sont bien sur deux calques différents. Très important, surtout pas faire un CTRL-C, CTRL-V. Quand vous allez les... Parce qu'on va pas les recréer à chaque fois, hein, on les a créés qu'une fois. Donc je cache mes vis, c'est plus simple. Faut bien faire CTRL-D. CTRL-D veut dire dupliquer, ça va permettre de garder les calques. Si vous faites CTRL-C, CTRL-V, ils vont tous se coller sur le calque où vous êtes. Alors que là, en faisant ça, on est bien à chaque fois sur le même calque. Donc c'est très très important, CTRL-D pour dupliquer. Dupliquer, il va garder les emplacements de calque. Bon, on va faire une petite accélération. Ça va beaucoup plus vite comme ça. Si c'était comme ça dans la réalité, ce serait cool. Donc voilà, du coup j'accélère, je place tous mes trous. Et voilà, c'est fait. Et une fois que du coup je les ai tous placés, je sélectionne et je les groupe. Et après je sélectionne du coup mon gabarit, de façon à pouvoir tout aligner bien centré sur mon spoilboard. Donc voilà, hop. Voilà, comme ça on est bien aligné. Là, je réaffiche tout, et là on peut voir que mes trous de vis du coup tombent dans mes trous de spoilboard, donc c'est pas bien méchant. Oui, je les centre avant. Je les centre juste horizontalement, surtout pas verticalement. Donc une fois que j'ai fait ça, donc je les redégroupe pour pouvoir les retravailler. On va afficher les trous de fixation des pièces. Et du coup, on va pouvoir aller décaler les trous de fixation sur le plateau. Donc là, j'ai sélectionné. Donc vous voyez, je peux jouer avec les calques tranquillement pour les sélectionner que ce que j'ai besoin. Du coup, là, je les déplace de façon à ce qu'ils tombent pas dans les mêmes trous. Hop. Donc je les fais à l'œil, hein. Je vais pas centrer pile poil, mais c'est histoire qu'ils tombent pas forcément dans mes trous où les pièces outils vont venir s'intégrer, ce serait dommage. Donc voilà, la partie du coup spoilboard là est terminée. Voilà, maintenant qu'on a fini tout ça, on va pouvoir cacher
les vis et les fixations, les trous dans le spoilbar, et on garde que les fixations d'outils. Et maintenant, on va pouvoir créer nos outils. Donc là, je commence par créer mon équerre. Donc l'équerre d'angle. Hein. Donc je fais deux rectangles de 80, et je crois que je les ai remodifiés un petit peu après. Non, de 15 sur 70. Oui, non, c'est ça. Je vais le déplacer un petit peu. Voilà, je crée mon deuxième rectangle hein, qui va faire mon retour. Donc je viens le placer là où j'ai besoin de le mettre. Pareil, on va lui donner sa taille. Donc 70 sur 15, hein, 1 cm 5 sur 7. C'est ce que je vous dis, hein. Le but c'était de tout diminuer. Maintenant, du coup, on va les unir ensemble. Voilà, hop, on a notre bel équerre. Je fais un petit rond qui correspond un peu à un dog bone. De façon à le mettre dans l'angle. Parce que si notre pièce est coupée, pour que l'angle, on ne soit pas embêté avec l'angle en fin de compte de la pièce quand elle est ratapée dans le fond de l'équerre. Donc voilà, hop, je l'ai mis, je sélectionne tout et du coup je fais une différence de façon à avoir mon rond. Comme on peut voir, hein, le rond est venu se placer. Du coup après je vais placer mon équerre. Voilà. Maintenant que j'ai fait la première, j'accélère un petit peu. Je vais les dupliquer, les placer. Donc voilà. Maintenant on va faire le petit morceau avec juste les deux petits trous. Donc lui, du coup, il fait une longueur de 50 sur 15. Et pareil, je vais les placer. Donc on va faire une petite accélération. Donc voilà, maintenant je place tout. Donc j'ai accéléré un petit peu la vidéo, sinon ce sera un petit peu long. Et Jacques va être assez long, je pense. Donc voilà, maintenant j'ouvre un fichier où j'ai préparé mes clans, les manettes de serrage. Les clans, je les ai récupérés, je vous mettrai le lien. Du coup, c'était un fichier, j'ai été le récupérer, après je les ai dupliqués. Et là, je vais les placer. C'est pas moi qui les ai fait, cette forme, c'est pas moi qui l'ai créée. Je les ai récupérés, du coup, via les vidéos que j'ai vues. Si elle n'a pas une forme complètement arrondie, c'est pour avoir un bon serrage en fin de compte. Donc du coup, je les mets, je vais les dupliquer aussi. Donc voilà, je les ai tous placés, on peut voir, du coup, là on voit, il est en plus fin, le rond du clan. J'ai pas filmé, mais en fait, j'ai supprimé tous les trous qui me servaient à rien. Je l'ai fait après, j'ai oublié de filmer, en fin de compte, j'ai enregistré, j'ai coupé l'enregistrement, et voilà, ça c'est fini ici. Donc voilà, maintenant qu'on a toutes nos vues, le but maintenant ça va être de séparer nos masques. Donc du coup, j'enregistre mon fichier et je vais garder que les masques que j'ai besoin, que je vais du coup que je vais me servir pour générer mon G-code. Donc du coup, je supprime tout ce que j'ai pas besoin. Bien sûr, j'enregistre pas, hein, parce que sinon c'est la catastrophe. J'enregistre sous un autre nom. Donc je vais l'enregistrer dans mon fichier CRC. Comme on peut voir, hein, il y avait des essais. Du coup, je l'enregistre dans fixation pièce, je crois. Fixation vis, oui, je suis bête, c'est les vis. Donc un petit CTRL Z, hein, venir en arrière. Et après, on fait la même chose avec chaque fichier. Donc du coup là, ça va être fixation pièce. Je vais créer un autre G-code pour ça.
je supprime tout ce que j'ai pas besoin et j'enregistre. Et après, bah, ça va être du coup fixation pièce. Fixation outil. Donc voilà, j'ai créé en fin de compte 3 SVG pour pouvoir après les importer dans GrabScam de façon à pouvoir générer les G-codes. Donc on va voir ça après. Donc voilà, donc le dernier que je génère. C'est tous mes outils. Alors, comme je vous dis, tous les trous je les ai fait disparaître. Ah ben, je crois que je suis en train de le faire ici. Je savais plus si je l'avais fait avant ou pas, enfin voilà. J'ai enlevé tous les trous inutiles en fin de compte. Voilà, j'ai ouvert GrabScam. C'est un site web qui nous permet de générer les G-codes. Donc là, j'ouvre mon truc de trou et pour optimiser un maximum mes déplacements, je sélectionne trou par trou. C'est un peu plus long, mais c'est pour optimiser en fin de compte que ma fraise se déplace pas partout sur le plateau. Donc on peut voir que je prends une fraise de 2, que je fais une descente de 0,8. J'ai remodifié après, je suis passé à 1. J'ai enlevé la rampe aussi. Tous les fichiers seront disponibles. Je fais une avance de 800. Et donc là, bon, ben, je nomme chaque trou. Donc voilà, on voit donc là que je suis descendu de 11 parce que mon médium faisait 11. Enfin, mon MDF. Et là, pour les trous de vis, je descends à 0,6. J'ai pris un médium qui n'était pas de super bonne qualité, mais bon. GrabScam, sinon, c'est un logiciel. C'est pas un logiciel, c'est un site web. Je vous mets le lien dans la description, que j'aime bien. C'est rapide. Ça marche très bien. Le développeur, c'est sur GitHub. Le développeur travaille toujours dessus et vous pouvez même faire des demandes de modification. Moi j'ai fait une demande. Là on va le voir à la fin quand je génère quand j'enregistre mon G-code, j'étais obligé de sélectionner ligne par ligne. Et on va voir que j'ai lui fait une petite demande et maintenant il a rajouté une case Select All pour sélectionner toutes les lignes d'un coup. Donc voilà, je vais accélérer un petit peu. Donc voilà, j'accélère un petit peu la génération des trous, parce que sinon ça va être un petit peu long. Et on va pouvoir voir après, du coup ce que je disais, c'est que au moment d'enregistrer le G-code, avant il fallait sélectionner toutes les lignes. Et du coup, le développeur excusez-moi, j'en perds mes mots, m'a rajouté gentiment le Select All. Donc j'enregistre le projet aussi, important. Et là voilà, on voit que j'étais obligé de sélectionner tout et maintenant il a rajouté un Select All. Donc c'est bien pratique. Une fois que j'ai enregistré mon G-code, je fais toujours un essai sur Camotix. C'est une habitude que j'ai pris. C'était une habitude que j'ai pris quand j'étais sous Ubuntu. Alors j'y suis encore, mais donc, je navigue entre Windows et Ubuntu et ça me permet de voir si j'ai pas fait d'erreur en fin de compte. Donc voilà, on peut voir la pièce, ça permet de la voir. C'est une habitude que j'ai pris. Après, c'est vrai que Isol maintenant on fait ça tout seul, mais voilà, je me suis habitué comme ça et je continue comme ça. Donc du coup là, je vais pouvoir le passer en une qualité supérieure. Donc je vais pas vous le faire sur chaque génération de G-code, c'était juste pour vous montrer. Donc il y a un petit temps de calcul à chaque fois, forcément. Comme j'enlève les pourcentages automatiques, la marge automatique pour être bien, lui dire bien que mon plateau fait 10 mm pour qu'on puisse voir les trous qui sortent. Donc voilà, il régénère. Et l'avantage aussi de Camotix, c'est qu'on peut voir les chemins, du coup on peut lui simuler et voir si on ne s'est pas trop planté dans les chemins. Donc voilà, là on voit bien la pièce.
Voilà, ça permet d'avoir une petite vue 3D rapidement. Voilà, maintenant on va faire tous les trous dans le spoilboard qui vont permettre de venir fixer les outils. Donc du coup je suis toujours avec une fraise de 2, je descends toujours à 11. Donc là j'avais marqué 0,8 mais j'ai changé après, je suis descendu à 1 mm à chaque passe. Je plonge plus, enfin je suis plus en rampe mais je plonge directement, parce que ça allait plus vite et ça marche tout aussi bien. Du coup je génère mon G-code, j'ai fait une avance de 800, voilà. Donc je le génère et puis on va regarder vite fait sur Camomix ce que ça donne. Alors une chose à pas oublier, hein, c'est que une fois que j'ai lancé la gravure, ça a quand même mis 3 heures rien que pour faire ça. On a les petites machines, hein, faut pas s'étonner non plus. Je pense que j'aurais peut-être pu avancer à plus de 800 et tout, mais bon, c'est rien de faire forcer. Du coup j'ai pris, oui aussi, c'est une fraise à une dent, dans le médium, je trouve que ça marche pas mal, ça fait des belles coupes. Donc voilà, ne pas oublier que la gravure va être très 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 longue. Voilà, on va attaquer la dernière partie, c'est les outils, la génération de G-code de tous les outils. Donc là c'est pareil, hein, j'ai sélectionné par tronçon de trou. Excusez-moi. Après, pourriez vous dire pourquoi j'ai creusé tout le trou, pourquoi j'ai pas juste fait un trou, un profil intérieur, et pourquoi j'ai fait un pocket, donc creuser la totalité, c'était pour pas avoir à surveiller en permanence la machine. Si j'avais juste découpé le morceau, il y avait le petit morceau, quand j'arrive à la fin, il y avait un risque qu'il se coince, donc du coup voilà, j'ai opté par ça. C'est un petit peu plus long c'est sûr, mais au moins ça va un petit peu plus vite. Donc je vais accélérer tout ça. Voilà, j'accélère un petit peu hein, pour qu'on gagne du temps, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. On est déjà à 24 minutes, un truc comme ça. Donc du coup, voilà, bon, je génère tout pour faire mes chemins. Je vais juste vous garder la petite partie à la fin pour Camomix, de façon à voir un petit peu quand on le simule, et on voit tous les passages, et ça permet de voir aussi si on fait des erreurs ou pas. Donc voilà, on va arriver sur Camomix. Donc voilà, Camomix, du coup là je suis passé en moyen, et du coup je vais lui lancer, voilà. Il fait une simulation, ce qui nous permet de voir le passage de nos outils, de voir si on n'a pas fait d'erreur. Sur des grosses pièces comme ça, en plus c'est important je pense de le faire. Donc voilà, on voit, hein, c'est quand même pas mal. Le temps donné, hein, forcément, est pas bon, hein, c'est comme dans Comdle, où généralement on peut faire du x2, voire x3 des fois. C'est un peu bizarre, c'est comme ça. Voilà, maintenant j'ai coupé mes tubes, 50, ça fait beaucoup. Je me suis armé de patience. Avec tout ça, avec une petite musique hein, dans l'atelier, ça fait toujours du bien. Et bon, après, ça se fait bien avec un tube, il n'y a pas de souci. Bonjour, voilà, tout est coupé. J'ai coupé tous mes petits morceaux. Je passe un peu de temps. J'ai mes manettes, j'ai mes équerres et les petits plats pour fixer. J'avais prévu un autre système aussi. C'était du coup de faire des manettes pour serrer. J'avais trouvé des écrous cylindriques là, l'idée était bonne. Le problème, donc du coup j'avais pris, je sais pas si on va bien le voir, j'avais fait un trait dedans, et l'idée c'était que quand je venais serrer, genre sur une manette, je venais la serrer pour qu'elle soit bloquée.
Donc j'ai fait des essais. Le problème c'est que le médium ne tient pas et le résultat, le voilà. Ça s'est explosé quand j'ai serré, donc je m'en doutais. Donc je referai peut-être un essai dans de l'alu quand j'aurai changé ma broche, parce que la broche 500 watts fournie que la 3018 fait peut-être 500 watts, mais elle vibre énormément. Et en fin de compte, j'ai vu qu'il y avait une vidéo sur YouTube, je vous mettrai le lien, où il a démonté une broche. En fin de compte, les roulements sont pris dans des caoutchoucs. Comme ça, ils s'embêtent pas avec l'alésage. Seul problème, c'est que les caoutchoucs en chauffant, ils prennent du jeu, ça prend du jeu, ça vibre, ça vibre. Après, si on regarde bien quand même, et se décale pas, les vibrations sont vraiment sur le moteur, mais pas sur ma coupe, parce que si on regarde bien au niveau des ce que je pourrais appeler les dog bones, sauf que je les ai fait moi-même, on peut voir qu'au niveau de la découpe, voilà, on les a encore quand même. Donc du coup, c'est que j'ai vraiment pas de décalage. J'ai été vachement étonné de les voir, parce que quand on voit, ça fait à peine 1 mm, ça fait un demi-millimètre, ça s'est pas cassé. Donc je trouve quand même que niveau précision elle est bonne, mais par contre ouais, elle vibre énormément, et du coup sur la machine ça vibre de partout, et je pense que du coup je changerai la broche. Donc voilà, donc je vous ai pas attendu pour essayer, voir si tous mes alaisages allaient parfaitement. Donc voilà, j'en ai déjà préparé un. Pareil pour une manette de serrage. Et du coup, on peut voir que ça va parfaitement. Et je suis assez content. Et ça, c'est du coup, c'est d'avoir fait tous les masques sur Inkscape. Du coup, tous mes trous sont exactement au même endroit. Et l'avantage du homing aussi, c'est que j'ai toujours un 0 au même endroit aussi. Bon, forcément, c'est pas précis c'est précis au dixième de millimètre, je pense. Mais là, on peut voir que ça rentre, ça s'en va facilement. Et du coup, hop, on peut mettre la manette pour fixer. Donc je vais vous montrer. Je vais prendre une chute où j'avais fait un essai de laser, parce que j'ai eu la chance de gagner un laser longueur Ray 5 sur AliExpress. Et du coup, j'ai commencé des essais. Certainement qu'il y aura une petite vidéo là-dessus. Donc là, on voit la manette. Bon, là, forcément, je suis donc une petite cale. Tout ça, ça a été vu sur une vidéo qui m'a inspiré, c'était ça. Du coup, on peut voir que là, si je mets ma manette, la pièce tient bien. Après, bon, forcément, elle est montée quand j'ai serré. Mais si j'appuie bien, voilà. Je vais la mettre là, par exemple. Hop, hop. Et là, on peut voir que ma pièce tient super bien, quoi. Donc voilà, c'était l'idée. Maintenant, je vais tout assembler. Donc, je vais en faire un devant vous, juste pour vous montrer comment je fais pour être sûr que je veux pas coller ces petits trucs-là. En fin de compte, j'ai fait en sorte de ne pas avoir besoin de les coller. Donc, hop. Du coup, je me suis fait un petit embout. J'ai pris un bout de tube et puis je l'ai fait un petit peu de forme conique pour pouvoir aller alaiser correctement là-dedans. Donc hop. Rien qu'en faisant ça, ça me suffit largement. Hop, je le mets. Et voilà. Un petit coup pour être bien à fleur. Après un petit coup de ponçage. Et on sera nickel. Donc voilà, j'ai tout ça à me préparer. Je vais pas tous vous les faire parce qu'il y a préparation, un petit coup de ponçage. Je vais les vitrifier pour les durcir aussi. Pour qu'ils soient bien durs, parce que le médium a tendance à se déchirer. Et puis l'atelier, c'est un garage en bois dehors. Et ça c'est très humide. Donc du coup avec l'humidité ils vont gonfler, ils vont se déformer, ils vont péter. Donc voilà. Après, prochaine étape, ça va être de monter tout ça et vérifier que surtout mes trous correspondent bien à mon plateau en alu. Sachant que comme j'ai eu des mésaventures quand j'ai commencé, mon premier spoilboard, j'avais des problèmes de perturbation avec la réparation que j'avais fait suite à l'arrachement d'une prise USB. Et du coup, la machine s'arrêtait en plein milieu.
sans savoir pourquoi, en fait, quand j'ai trouvé, c'est juste les perturbations électromagnétiques sur mon dialogue en TTL. Donc j'ai racheté une carte, sachant que l'autre je la jette pas parce qu'il faut juste que je blinde que mes fils soient blindés pour plus avoir de problème en fin de compte. Donc voilà, donc prochaine étape, on monte tout ça et puis on fait un petit essai en réel. Et ben voilà, on est donc du coup maintenant à la partie montage. Comme vous pouvez voir, ça va très très vite, hein. Je travaille super vite. Donc du coup j'ai démonté l'ancien, c'était celui où j'ai fait des essais en fin de compte. Du coup pour les trous, j'étais pas trop soucieux, je savais que ça tomberait en face. Et après il y a l'instant de vérité. On va voir si les trous sont bien alignés par rapport à mon axe Y et X et Y. Parce que sinon c'est un petit peu dommage de faire des cales si je suis pas aligné. Donc du coup pour ce faire j'ai mis des petits tenons et j'ai collé ma fraise de surfaçage dessus pour voir si l'alignement suivait en fin de compte. Et là, instant de vérité, je suis content, c'est pile poil. Alors maintenant, l'étape ultime, le surfaçage. Je dois vous avouer que vu la taille de la fraise, quand j'ai mis en route, j'étais bloqué derrière une branche, on sait jamais. Parce que je me suis dit, si jamais elle se décroche, je sais pas où elle part. Donc du coup, je me suis mis derrière une feuille de commande contreplaquée de 20 mm que j'avais dans le bâtiment. Donc voilà, donc on voit que quand la surface, voilà, on voit que côté droite, je suis un petit peu plus haut. Donc l'avantage du surfaçage, c'est qu'après, je serai top nickel. Donc voilà. Un bon petit surfaçage pour avoir un truc bien plat, c'est... voilà, on arrive à la fin et le résultat est nickel, c'est super nice. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était un petit peu longue, je suis désolé, mais ça représente beaucoup de travail, beaucoup de choses à dire. Je tiens encore à remercier Gigi Hunterberry, j'espère bien le dire, pour m'avoir inspiré cette vidéo-là et puis tous ces outils. Si la vidéo vous plaît, bien sûr, le petit pouce en l'air. Si vous voulez continuer à me suivre, abonnez-vous, je pourrais rien dire de plus. Et n'hésitez pas à partager si quelqu'un peut être intéressé par cette vidéo. Voilà, je vous laisse sur cette petite démonstration et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir et bonne journée.